Une question sur le monde de l'immobilier? Vous trouverez en description le lien pour poser votre question sur le groupe WhatsApp. Sujet absolument atroce, celui des divorces. Oui, en immobilier, on a tendance à dire que l'on fait des bonnes affaires avec la règle des 3D. Décès, déménagement, divorce. Il y en a même certains qui disent qu'il y en a un quatrième avec la dette. Le dernier, je suis un petit peu moins d'accord, mais passons. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les divorces et comment est-ce que ça se passe dans bien des cas, parce qu'en réalité, les situations sont plus que catastrophiques. Pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote. On va remonter en 2018 où je suis appelé pour faire l'estimation d'une maison. C'est l'un des deux propriétaires qui m'appelle et qui m'explique dès la prise de rendez-vous un petit peu la situation. Et que donc, il va falloir qu'on y aille très tôt pour éviter que l'autre personne, l'autre vendeur, soit présent lors de la visite. Évidemment, je fais le tour. La maison est franchement plutôt pas mal. On a une piscine creusée. On a un produit qui est un peu particulier parce qu'il y a une cellule commerciale. Il y a un magasin qui est dedans. Et évidemment qu'en fait, cette propriété était très particulière parce que le couple avait construit cette maison en fonction de leur travail. C'était des entrepreneurs. Mais là, ils ne s'entendaient plus et donc il fallait vendre la maison. Et comment ça se passe dans ces cas-là ? En général, vous avez l'une des parties qui est dans la contrainte, c'est-à-dire qui veut rapidement récupérer la moitié du bien et qui donc espère avoir des estimations assez basses pour qu'en cas d'accord, eh bien, elle puisse rapidement ramasser quelque chose. Et vous avez l'autre partie qui veut exactement l'inverse, qui est dans le confort absolu. Souvent, c'est la personne qui reste sur place et qui dit écoutez, si vous voulez vendre ma maison, eh bien, moi, j'en veux le maximum possible. Et donc, les deux parties sont souvent diamétralement opposées en termes de situation et c'est pour ça que je dis très souvent que le prix d'un bien immobilier dépend énormément de la situation des vendeurs. Et pourquoi est-ce que les divorces sont aussi catastrophiques? Parce que généralement, dans les divorces, eh bien, nous avons les deux extrémités. Nous avons des personnes qui sont dans la contrainte absolument et d'autres qui sont complètement dans le confort. Et donc, il faut mettre ces deux personnes d'accord alors que l'on parle bel et bien d'une séparation qui, dans bien des cas, se passe très très mal. Donc chaque partie va faire venir plusieurs agents, va faire valoriser les différents biens qu'ils ont et évidemment qu'en général la partie la plus sensible c'est bel et bien l'immobilier parce que là on parle de gros sous. Et donc la personne qui est dans la contrainte va essayer de biaiser les agents pour avoir les estimations les plus basses possibles et l'autre partie va essayer de biaiser les agents pour évidemment avoir l'estimation la plus haute possible. En général dans ces cas-là on fait 2 estimations par vendeur, soit 4 estimations. Et dans ce cadre-là, tenez-vous bien, nous étions déjà à 2 estimations d'un côté et moi j'étais la 3e estimation de l'autre. Évidemment, ayant compris un petit peu ça, j'ai vraiment voulu donner une estimation la plus rationnelle possible, sachant que le produit était très particulier et qu'il ne pouvait convenir qu'à de très peu nombreux acquéreurs. Donc je rends mon estimation et on est aux alentours des 500 000 pour faire court. Évidemment que je demande à la personne qui m'a mandaté de me transmettre l'adresse mail de l'autre personne parce que quand même ça concerne aussi l'autre personne et normalement je suis obligé de rendre mon rapport aux 2 vendeurs et aux 2 propriétaires et c'est donc ce que je fais. Je ne fais pas ça dans le même mail, je fais un mail chacun, mais quand même. Et au final, je me fais tomber dessus par la personne qui m'avait mandaté parce que mon estimation était beaucoup trop haute et que elle, au vu de la situation, elle estimait que la maison ne pouvait correspondre quasiment à personne parce qu'il y avait un commerce au sein de la maison et que par conséquent, il y avait très peu d'acheteurs. Et donc, elle me disait que ça en valait à peu près 400 000. Et l'autre personne que je n'avais jamais rencontrée, mais à qui j'ai quand même eu la courtoisie quand même d'envoyer l'estimation, m'est tombée dessus également et là de manière beaucoup plus agressive pour m'expliquer que tout simplement, j'avais estimé un bien qui aurait pu s'échanger du coup à 2000 € du mètre. Or, le secteur était pas loin des 3500 et franchement, il avait raison. Sauf que si on mettait un prix affiché à 3500 € du mètre carré pour ce type de bien, c'est pas compliqué, il n'y avait pas d'acquéreur. Mais lui, c'est bel et bien ce qu'il en attendait et donc il s'attendait plutôt à une estimation aux alentours des 700. Imaginez la différence, imaginez l'attente différente entre un vendeur qui attend 400 000 et l'autre qui en attend 700. Évidemment que la situation est complètement vérolée et que dans la plupart des cas, simplement la personne qui est partie de la maison va simplement exiger de l'autre qu'elle lui donne la moitié le plus vite possible, mais encore faut-il se mettre d'accord sur un prix. Et c'est ça qui est très compliqué. Alors je ne dis pas, lorsque l'on a un mandat de vente qui est trouvé, ça veut dire qu'on a un accord qui a été trouvé avec les 2 vendeurs, et ça c'est très compliqué de mettre tout le monde d'accord.
Et c'est comme ça qu'on a des situations qui pourrissent parfois pendant des années jusqu'à ce qu'il y ait un rendu de justice qui soit un peu plus agressif et qui ne laisse le choix absolument à personne. Je me suis dit que je voulais faire cette vidéo parce qu'il y a encore beaucoup de personnes, de jeunes couples que je suis, qui veulent devenir propriétaires de leur résidence principale et c'est très bien. Cela étant dit, lorsque vous achetez en indivision, je vous invite sincèrement à créer un compte dédié à la maison entre guillemets pour être sûr de voir tout ce qui se passe au niveau des transactions financières pour l'entretien de cette maison et aussi pour le paiement des traites. Parce que dans le cadre par exemple de cette histoire, eh bien la personne qui était sortie rapidement s'était rappelé qu'elle avait eu une aide de ses parents pour pouvoir ensuite payer la fin de la couverture. À l'époque, il y en avait eu pour plus de 40 000 € et que donc par conséquent, elle exigeait en plus de la moitié les fameux 40 000 €. Donc sur ce type de sujet, lorsqu'il y a de l'apport, je vous invite vraiment à aller créer un compte où vraiment tout est dessus et où vous pouvez voir les différents mouvements et les différentes écritures qu'il peut y avoir sur l'entretien et sur la construction de cette propriété. Ce sera plus clair et plus juste si jamais vous venez à vous séparer. Il y a plein d'autres choses à faire, à mettre en place si vraiment vous voulez devenir propriétaire de votre résidence principale avec votre conjoint. Il faut vraiment se protéger parce qu'au début, évidemment, on ne pense pas à ça vu que tout est beau, tout est neuf, tout est rose. Mais dans les faits et dans de nombreux cas, les choses virent vraiment au drame. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des situations extrêmement vérolées. Mais je voulais vraiment que vous compreniez et que vous mettiez bien en évidence que lors des séparations, en général, on a deux vendeurs qui sont dans des situations diamétralement opposées. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque la situation se retourne et qu'on a la personne qui veut garder le bien et qui désire racheter les parts de l'autre vendeur, eh bien en général, la situation se retourne complètement. Et là, la personne qui en voulait le moins possible, d'un coup, va vouloir avoir des estimations beaucoup plus hautes, alors que l'autre personne, du coup, va vouloir en avoir des estimations beaucoup plus basses pour en donner moins à l'autre partie. Et je vous assure que ça arrive très régulièrement et que lorsqu'on a un rachat par l'autre part, eh bien très étonnamment, les situations se retournent complètement et la personne qui était dans le confort devient dans la contrainte et la personne qui était dans la contrainte devient dans le confort. Toujours est-il que tout ça, ça s'anticipe, les bonnes questions doivent se poser et vraiment l'astuce qui est assez simple et qui me paraît pour moi la plus évidente, c'est bel et bien de créer un compte à part pour la maison pour voir un petit peu tous les mouvements qui ont eu lieu sur ce bien-là en particulier. Comme ça, en cas de litige et en cas de divorce, eh bien vous savez ce qu'il en est. Donc attention à toutes ces situations et lorsque vous êtes acquéreur, vous pouvez vous dire eh bien ça va être une bonne affaire. Mais dans les faits, en général, vous allez vous mettre au milieu d'une situation qui est assez compliquée et j'ai déjà vu des affaires qui se sont très mal déroulées parce que tout simplement, eh bien, l'un des deux parties avait été contraint plus ou moins à la vente et par conséquent, un agent avait pu trouver quand même un accord avec un acquéreur au prix et conditions du mandat. Et là, la personne qui était entre guillemets dans le confort, qui n'a jamais voulu spécialement vendre et qui se faisait un petit peu tordre le bras de force, eh bien, a toujours refusé d'aller signer chez le notaire. C'est comme ça que parfois on a des procédures qui s'aggravent parce que derrière nous avons des acquéreurs qui se retournent contre les vendeurs et contre les agences, ce qui va rajouter des procédures aux procédures. Donc non, être acquéreur sur un bien qui est en instance de divorce, c'est pas forcément une bonne affaire. Ça peut être une bonne affaire dans la mesure où les deux personnes qui se séparent sont les deux dans la contrainte et c'est bien ça que je veux que vous compreniez. Si vous êtes acquéreur d'un bien qui vous intéresse et que vous avez cette situation-là, essayez de bien comprendre la situation des vendeurs et de bien faire sentir qu'ils sont dans la contrainte. Si l'un des deux est dans le confort, vous risquez de partir sur une procédure qui sera plus ou moins longue. J'espère que cette vidéo sur les divorces vous a plu. Si vous voulez qu'on creuse le sujet, écoutez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce qu'évidemment que tous les divorces ne se passent pas comme ça et que parfois ça se passe quand même un petit peu mieux. Mais honnêtement, ce type de situation se multiplie et je trouvais que c'était important de vous en parler. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.